Au-delà du voile est un podcast pour les curieux, les païens et les sorcières en quête d'un espace de parole, d'analyse et de transmission autour de l'univers nordique. Ici, on ne se contente pas de raconter l'histoire des dieux, de répéter des croyances ou des mythes tels qu'ils circulent. On les interroge, on les analyse dans leur contexte, on les présente et on les traverse avec discernement. Et partons ensemble à la rencontre des dieux, des mythes et des symboles d'un univers qui ne nous ont pas encore révélé tous leurs secrets. Moi, c'est Clémentine, ta sorcière nordique. N'hésite pas à me suivre pour ne rien manquer. Certaines runes et bidrunes que nous trouvons sur le net sont basées sur le nouveau Futhark, introduit par le néopaganisme dans les années 70-80. La très célèbre boussole runique, Vegvisir, est en réalité un compas, et elle n'est pas représentée de base en forme de cercle, mais en carré. La très connue toile de la Wide, toile symbolisant le changement de son destin en changeant les fils de ce dernier, n'a pas, comme grand nombre d'autres symboles nordiques, de source officielle montrant qu'elle aurait une quelconque présence durant le 5e ou le 6e siècle, c'est-à-dire durant l'âge d'or des peuples nordiques. Skoleati, les très célèbres loups chassant la lune et le soleil, destinés à les dévorer à la veille du Ragnarok, ne sont pas les enfants de Fenrir, mais d'une sorcière connue pour être celle qui a engendré la race des Grams, la race des loups. Toutes ces informations contredisent ce que nous pensons savoir sur la mythologie et les récits nordiques. Mais le problème ne réside pas uniquement dans ces erreurs, et dans ces remises en question qu'il nous pousse à avoir, peut-être même cette confrontation de qui a tort, qui a raison. Le problème, c'est que ces informations se sont installées durablement dans notre imaginaire collectif, à travers ce que les psychologues appellent le biais de répétition. C'est-à-dire qu'à force de répéter une idée, un mythe ou une vérité, sur un symbole, un dieu ou une figure, nous finissons par la croire, parfois même contre toutes les preuves disponibles. Ce mécanisme explique pourquoi certains mythes et symboles nordiques, transmis de manière fragmentaire ou déformée, persistent dans notre culture contemporaine sous des formes qui n'ont rien à voir avec l'histoire ou le contexte original. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui ? Et pourquoi est-ce particulièrement visible dans le paganisme nordique et pas forcément dans les autres paganismes ? Parce que beaucoup de ces récits proviennent d'une tradition orale, où les histoires étaient transmises du bouche à oreille. Les poèmes et les contes de l'Edda n'ont été écrits que plusieurs siècles après ce que ces traditions orales se sont transmises. Entre-temps, les interprétations se sont accumulées, les simplifications se sont installées, et certaines inventions ont été prises pour des vérités. Une autre période de transmission est également apparue, durant les années 70 et 80, quand le néopaganisme et la Wicca sont apparus dans la culture populaire. Et bien sûr, il y a peu avec l'arrivée en masse dans la culture cinématographique des représentations nordiques telles qu'avec la série Viking. C'est-à-dire que donc nous avons vécu des périodes où un symbole, un récit peut être repris encore et permettre donc, d'une certaine manière, une transformation. Ce qui fait que sur Internet, dans les livres populaires ou par des communautés qui vont se baser sur le néopaganisme ou la Wicca moderne, vont tout simplement faire que ces anciens éléments, ces anciennes traditions, ces anciens symboles vont être transformés dans une culture qui possiblement ne connaissent pas le sens profond. Déjà, c'est quoi le biais de répétition, d'un point de vue mécanisme et origine ? Le biais de répétition est un phénomène cognitif simple mais puissant. Plus une information est répétée, plus nous avons tendance à la croire, même si elle est fausse ou mal interprétée. Ce n'est pas un concept moderne inventé par les psychologues, même si ce sont eux qui ont découvert ce phénomène. C'est en réalité une fonction de l'esprit humain observée depuis longtemps. Dans les traditions orales, il était naturel que les histoires soient racontées encore et encore, parfois modifiées pour être mieux comprises ou mémorisées. Mais avec la transmission moderne, livres, internet, communautés en ligne, ce biais a pris une dimension particulièrement puissante. Une idée répétée va donc devenir automatiquement vraie dans notre esprit, et avec l'avènement des réseaux sociaux, eh bien, ça n'a fait que s'accentuer, faisant que on ne cherche plus à savoir exactement la vérité, on cesse de se questionner et on ne fait que avaler l'information pour ensuite la vomir dans d'autres contenus ou d'autres discours. Donc dans le contexte nordique, ce biais explique pourquoi certaines histoires et certains symboles persistent sous des formes qui n'ont jamais été historiquement exactes, ou même n'ayant jamais de source officielle reconnue. La boussole Vegvisir en est le parfait exemple.
représentée comme un cercle dans la culture populaire moderne, alors que les sources anciennes la décrivent comme carré, puisque de base c'est un compas. Car nous, malheureusement, l'esprit humain pense tout de suite boussole égale cercle. De même que l'idée que Scoleati sont les enfants de Fenrir. Si ça a été autant répété, popularisé et intégré dans notre imaginaire collectif, eh bien, c'est simplement parce que c'est une solution de facilité. Fenrir, Scoleati sont des loups. Il est donc tout à fait normal de penser que les loups plus petits, donc Scoleati, soient les enfants du loup du Ragnarok. Alors qu'en réalité, quand on fait nos recherches dans les sagas et dans les Edda, Voluxpa et autres livres reconnus comme étant des livres se tournant vraiment vers tout ce qui est la transmission et la philosophie nordique, eh bien, on découvre qu'en réalité, la mère de Scoleati serait une sorcière, nous ne connaissons pas son nom, bien entendu, nous ne connaissons pas son identité, mais cette dernière aurait été aperçue dans une forêt par Odin lui-même, et c'est de ce fait, en fait, que par la suite, il va décider de mettre en fonction Scoleati dans cette poursuite du soleil et de la lune, et on découvre donc que Scoleati serait né bien avant Fenrir, il ne peut donc pas être leur père. Donc toutes ces répétitions, et quand on découvre donc que nous avons été piégés, ce sont tout simplement des illusions de vérité, ce qui fait que nous transformons ces récits au fil du temps. Mais comment justement le biais affecte le paganisme nordique et les symboles, contrairement à d'autres paganismes? C'est parce que le paganisme nordique est particulièrement touché par trois grands aspects. La première, c'est que il y a eu une grande période uniquement de transmission orale. En effet, les premiers écrits officiels sont apparus au XIIIe siècle. Donc, ce qui fait que les transmissions orales des mythes étaient non seulement fragmentées, mais aussi dispersées selon la localisation. C'est-à-dire que vous pouvez retrouver des sources en Allemagne, puisque tout ce qui est la germanique était associé de près et de loin à tout ce qui était le côté scandinave, donc aussi le côté nordique, mais également vous allez en trouver un peu dans l'actuelle Angleterre, Royaume-Uni et autres. Et donc aussi, ça va se montrer également au travers des fêtes. Grand nombre de fêtes et de célébrations nordiques ne sont pas les mêmes en Suède, en Finlande, en Norvège, au Danemark, en Allemagne et autres. Tout simplement parce que les transmissions orales des mythes et des traditions se sont faits en fragmentation, en facilité, et bien entendu ont été transformées au fil des siècles selon les clans, selon les groupes, et bien par la suite selon les sociétés. La deuxième explication, c'est tout simplement les fameux écrits. Les écrits comme l'Edda, qui vont se baser sur ce que la transmission orale a transmis. Cependant, la plupart des écrits comme les Edda ont été écrits des siècles après les apparitions des premiers oraux, mais bien entendu, aussi, elles vont se baser, comme je l'ai dit, sur les sources, non pas de plusieurs groupes, mais de certains groupes bien précis. Ce qui fait que vous avez des ouvrages comme les Edda qui vont apparaître au XIIIe siècle, alors que l'âge d'or des transmissions et des traditions nordiques date du IVe, Ve et VIe siècle. Et enfin, la troisième explication, c'est la popularisation moderne des symboles, souvent simplifiés ou stylisés pour être accessibles au public contemporain. Je reprends l'exemple de la Wide, mais j'ai également l'exemple du Vaknut. Ce fameux symbole du triple triangle, beaucoup vont l'associer donc à Odin et donc vont le dessiner ou se le font tatouer pour obtenir la sagesse d'Odin, alors qu'il existe d'autres éléments qui permettent de se connecter à Odin. Mais on oublie également sa véritable symbolique derrière. Elle n'est pas que l'élément qui permet la connexion aux dieux de la sagesse, de la guerre et autres. Car en effet, ce symbole de 3 triangles représente pour certaines traditions la transmission et la transition entre la vie et la mort, la puissance des dieux nordiques elle-même, et la protection des guerriers tombés au combat. Donc en gros, elle n'a rien à voir forcément avec Odin, même si Odin est aussi, présent très souvent dans la sélection des hommes tombés au combat pour les faire venir au Valhalla. J'aimerais, par rapport à ce biais de répétition, prendre l'exemple de la nouvelle victime du biais de répétition qui commence à apparaître ou qu'on remarque de plus en plus, tout ce qui est
d'ordre les païens nordiques et les sorciers et sorcières nordiques, les très connues runes. Les runes sont en train de devenir un exemple frappant de ce phénomène. J'aimerais pour cela, préciser une chose, ici, je vais parler des runes de l'ancien Futhark. En effet, le néopaganisme, et attention, je ne veux pas critiquer le néopaganisme ou la Wicca, puisque je vais aussi citer la Wicca, le néopaganisme a introduit un nouveau Futhark, remanié pour simplifier, les symboles et l'enseignement et l'utilisation dans tout ce qui est la communication avec les dieux, mais également les rituels modernes. Et la Wicca, de son côté, que ce soit pour l'ancien ou le nouveau Futhark, a transmis des interprétations magiques, parfois très éloignées des fonctions originales, proposant des solutions faciles pour attirer chance, amour ou protection, oubliant que les runes de base sont l'essence même des mots. Mais attention, je le précise, je ne critique pas le néopaganisme et la Wicca, puisque c'est grâce à eux justement que des personnes se tournent vers l'univers nordique, étant appelées par cet univers, mais malheureusement, ils ne poussent pas à aller plus loin que ce qu'ils partagent, ce qui fait que tout ce qui touche les traditions et donc l'ancien Futhark fait que les runes sont oubliées. Donc le problème est que dans ce processus, on oublie le but originel des runes, qui n'était pas uniquement divinatoire ou magique, mais également initiatique, symbolique et psychologique. Et bien entendu, de base, les runes de l'ancien Futhark est également un alphabet. Elles étaient donc plusieurs outils à la fois, pour réfléchir, pour communiquer, pour méditer, pour comprendre le monde et soi-même. Et le biais de répétition, avec le temps, et malheureusement en citant un troisième élément qui est venu transformer tout ça, le New Age, a fait de ces symboles anciens, des symboles dépourvus de profondeur, ou alors juste en mode, vous avez juste à dessiner cette rune ou cette bidrune, et vous allez obtenir tout ce que vous désirez. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez malheureusement des personnes, je n'ai pas peur de le nier, qui vont se tatouer ou dessiner des runes et des bidrunes en pensant obtenir la richesse, la gloire, la protection des dieux nordiques, alors que elles ne font que possiblement attirer des situations qui vont nécessiter qu'elles prennent conscience de leur karma, de leurs erreurs, des choses à travailler. Parce que oui, les runes ne sont pas forcément que lumière, elles ont aussi des parts sombres, mais quand bien sûr je parle de parts sombres, je parle essentiellement de choses qu'elles vont venir nous obliger à travailler d'un point de vue énergétique. Et donc bien sûr, le fait parfois de se faire tatouer des bidrunes ou des runes sans connaître le sens profond, c'est comme pour les symboles asiatiques, chinois, japonais, coréens et autres, on pense que ça veut dire un certain mot, et finalement ça veut dire grain de riz, sauce soja et autres. Donc l'impact de ce biais de répétition ne se limite pas qu'aux mythes, il influence aussi nos croyances, nos comportements et nos décisions au quotidien. Je veux bien reconnaître qu'en tant que païenne nordique, il y a des traditions et des interprétations datant du 5e, 6e siècle, ou du moins de l'âge d'or des peuples nordiques, ou même bien avant et après, que malheureusement, on ne peut plus transmettre aujourd'hui parce que on ne les a pas, ou alors elles ne sont plus alignées à tout ce qui touche la modernité. Mais malheureusement, on ne peut pas nier qu'elles ont existé. Parce que lorsque nous entendons sans cesse des phrases comme le succès vient si tu dessines cette rune ou si tu pries cette divinité, eh bien, on s'impose des limites inutiles, et on oublie l'importance du contexte derrière. On oublie l'importance, en fait, de c'est quoi exactement une divinité et pourquoi elle est là. Et ça va jouer par la suite dans les relations que nous allons avoir avec les autres. Puisque si une personne détient une certaine version, que vous détenez une certaine version, eh bien, s'il y a un refus d'accepter que oui, les versions peuvent changer, malheureusement, oui, vous pouvez vous retrouver dans des conflits qui n'ont rien à voir. Je n'ai pas peur de le dire, même moi-même, j'ai eu des confrontations avec des païens à mes débuts parce que je suis tombée dans le piège du biais de répétition en disant Scoléati sont les enfants de Fenrir. Et des païens sont venus m'expliquer que non, ils ne l'étaient pas. Et certains d'entre eux m'ont transmis bien sûr les sources pour me dire va relire tel paragraphe dans l'Eda, va lire tel texte, tu vas comprendre. Et donc bien sûr, dans ce genre de situation, on commence à tout remettre en question, et c'est là où justement on est poussé à regarder que le problème, ce n'est pas
que ce n'est pas la répétition qui est dangereuse, mais c'est la croyance automatique que la répétition équivaut à la vérité. Donc oui, le biais de répétition sera toujours là, vous aurez toujours des personnes qui vont vous dire A et vous allez croire B, mais il faut comprendre que ce mécanisme nous permet de reprendre le contrôle sur ce que nous acceptons et ce que nous transmettons. Et bien sûr, des fois, oui, devoir se remettre en question, non, sans forcément devoir se laisser marcher sur les pieds. C'est ce que nous pousse en fait dans notre actualité, le biais de répétition, et dont les mythes nordiques nous montrent parfaitement ce qui nous arrive. Donc comment bien sûr, traverser le biais de répétition, ou du moins essayer à minima, de ne pas tout le temps tomber dans ces pièges? Eh bien déjà la première chose, c'est de questionner les sources. Si vous êtes du genre à toujours regarder sur les réseaux sociaux, moi je vais vous inviter vraiment à aller regarder aussi les sources écrites. Parce que, très souvent, vous allez vous rendre compte que ce que dit la personne en face de vous, a elle a traduit, elle a interprété ce qui est écrit. Or, les écrits nordiques, donc les Eddas, la Volupspa, la Lokasenna, le Havamal, mais également les Eddas, il faut parfois plusieurs lectures, et à chaque lecture, parfois, nous ne sommes plus la même personne par rapport à la précédente, et donc on trouve des nouvelles choses et on interprète de nouvelles choses. C'est ça la puissance de ces écrits, c'est ça aussi la puissance des mythes nordiques. Donc bien sûr, mon deuxième conseil, c'est de chercher les textes originaux et les recherches archéologiques fiables. Je tiens à vous informer que par exemple le Havamal, qui sont les poèmes nordiques, avec un peu, on va dire, tout ce qui est philosophie et autres, sont accessibles en direct sur le net, dans leur intégralité, traduits en français. Rien ne vous empêche d'aller regarder pour découvrir le Havamal, par exemple, qui est une bonne source pour découvrir philosophie, enseignement et bien sûr certaines histoires, comme par exemple le mythe d'Odin et la vision qu'il a eue pour obtenir les runes et ce qu'il a dû faire comme sacrifice. Bien sûr, il y a une question aussi d'accepter l'incertitude. Ça, c'est le troisième conseil, parce que certaines histoires ne peuvent jamais être entièrement reconstituées, et c'est justement ça leur richesse. Oui, il y aura toujours des zones de flou. Je reprends l'exemple de Scoleatti. Oui, il y a écrit que c'est une sorcière, mais qui est cette sorcière exactement? Eh bien, il y a des théories qui vont courir, que c'est peut-être Angorbanda, donc ce qui fait que Scoleatti serait peut-être serait en fait les frères de Fenrir, d'autres que ce serait en réalité une autre sorcière, mais de la même race que Angorbanda, donc une Yultun, et ainsi de suite. On ne peut pas savoir, et c'est ça qui fait la richesse. Observez, bien sûr, le sens profond que la forme. Ça, c'est quelque chose vraiment que je remarque chez beaucoup de gens. On prend tout de suite la première interprétation d'un dieu, d'un mythe et d'un symbole, et on le recrache après. Alors qu'en réalité, chaque élément ne va pas s'activer et réveiller qui on est de la même manière. Je reprends l'exemple du Vaknut. Certains vont le voir essentiellement comme un symbole à Odin, d'autres vont le voir comme le symbole de la transition entre la vie et la mort, et surtout pour les personnes tombées au combat ou tombées, on va dire, au sol après avoir réussi ce elles avaient pour ambition. Et bien entendu, être conscient que des répétitions dans la vie quotidienne, eh bien vous en aurez toujours. Vous allez toujours être confronté H24 à ces personnes qui vont répéter des informations mythologie nordique ou pas mythologie nordique. Et c'est ça en fait qui montre d'une certaine manière la richesse des choses, mais c'est à vous également de faire la part du vrai ou du faux. Donc en appliquant ces principes, vous allez commencer à traverser le voile et à distinguer le mythe de la légende, de la répétition, de la vérité, et ainsi revenir à la profondeur initiatique et symbolique des récits nordiques. Parce que je le répète, les récits nordiques, comme n'importe quel autre récit mythologique, ce sont avant tout des enseignements pour comprendre les dieux, comprendre comment travailler avec eux, ou du moins les prier, les vénérer, et en même temps expliquer d'une certaine manière ce qui nous attend si nous avons fait quelque chose de mal, ou si nous avons justement été victimes de leurs blagues, victimes des Joltnar ou victimes des dieux. Mais n'oubliez pas que derrière, c'est aussi, comme je vous l'ai dit, des enseignements. Donc montrer en fait comment les dieux sont, entre guillemets, comme nous, des êtres humains. Je parle ici des dieux nordiques, parce que les dieux nordiques sont des êtres humains, c'est juste qu'ils sont immortels en quelque sorte.
Comme dirait Loki dans Marvel, ils ont plusieurs milliers d'années de plus que nous, les êtres humains. Mais n'oubliez pas en fait qu'ils ils ont aussi ce côté yin et yang, blanc et noir. Ils ne sont pas tout blancs, ils ne sont pas tout noirs. Les Jotnar ne sont pas que des géants qui vont tout détruire. On va prendre par exemple l'exemple de Skadi, elle incarne la résilience et l'acceptation du deuil, tout comme du côté des dieux, eh ben, il n'y a pas de dieu tout blanc, des dieux tout noirs. Chaque dieu apporte son enseignement et tous ces enseignements vont dépendre de notre interprétation. Donc pour conclure ce premier épisode de Au-delà du voile, le biais de répétition, je tiens à le préciser, n'est pas un ennemi, il est un miroir de notre esprit et de nos cultures actuelles, de la modernité. Dans le paganisme nordique, oui, il y a la tradition nordique, mais la tradition nordique, certaines d'entre elles ne peuvent plus exister qu'à travers l'oral et l'interprétation, puisque on ne peut pas tout faire aujourd'hui dans la modernité. Donc tout cela révèle comment les récits symboles ont été modifiés ou simplifiés, certes, mais également comment nous pouvons faire en sorte que ces éléments qui ont été modifiés ou simplifiés ne perdent pas non plus leur essence, leur forme et leur but exact. Oui, les choses évoluent, les dieux nordiques, les dieux de tous les autres panthéons ou les esprits évoluent avec nous, mais on ne doit pas oublier l'essence même, le but profond des choses, pour justement faire en sorte de ne pas tomber dans de la facilité et du contenu à avaler et recracher par la suite. Parce que dans notre vie quotidienne, tous ces éléments que je vous ai partagés montrent comment nos croyances et nos comportements sont influencés par ce que nous entendons et nous voyons le plus souvent. Donc ici, le biais de répétition avec la mythologie nordique nous invite à traverser le voile, à accepter l'incertitude et observer attentivement ce qui est et se reconnecter avec le sens profond derrière ce que nous croyons savoir, pour partir vers une compréhension des choses et pour nous permettre par la suite de nous comprendre nous-mêmes, de comment les dieux, les mythes et les légendes, quand on décide vraiment d'aller à leur rencontre, non pas au travers de ce qui est dit et répété, mais au travers de ce qui est transmis dans les récits ou dans ce que nous allons observer et interpréter, on arrive à se découvrir soi-même et à se comprendre soi-même. Alors la prochaine fois que vous rencontrez un symbole nordique, un récit ou un mythe, souvenez-vous, il y a toujours quelque chose au-delà du voile, et c'est exactement là que commence la vraie compréhension.